Donc l'objet de cette table ronde en cette fin d'après-midi, c'est de pouvoir vous présenter les acteurs de l'écosystème de Bordeaux. Et vous voyez, ils sont nombreux. Voilà. Sur la FinTech, on a là une brochette de start-up qui sont dans le domaine de la FinTech. Ça nous paraissait important de pouvoir montrer le dynamisme de l'écosystème. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de pouvoir parler start-up. Après, on fera un petit moment avec les acteurs de la finance de l'écosystème bordelais. Et puis, on parlera talent, parce qu'on est convaincu à Bordeaux de pouvoir vous démontrer que l'écosystème est non seulement dynamique, mais a un capital humain de très grande qualité. Alors, peut-être que ce par quoi on va commencer, c'est par présenter l'activité des FinTech de Bordeaux. Et peut-être qu'on pourrait commencer par Sébastien Mativet. Voilà. Ils se présenteront au fur et à mesure, comme ça on va gagner du temps et ça sera plus dynamique. Sébastien, vous êtes directeur marketing de aucoffre.com. C'est un joli nom pour une FinTech. Voilà. Et vous êtes bordelais, mais vous travaillez aussi entre Bordeaux et Paris. Et vous m'avez dit que Aucoffre, c'était à peu près autant que la Banque centrale du Luxembourg sur l'or que vous gérez. Oui, voilà. En fait, nous gérons un peu plus de 4 tonnes d'or pour le compte de nos clients et un peu plus de 16 tonnes d'argent pour le compte de nos clients. Donc, aucoffre.com, la particularité, c'est que vous pouvez acheter de 1 gramme à N kilos d'or chez nous et nous manageons cet or en coffre et en coffre sécurisé hors système bancaire. D'accord. La société est installée à Bordeaux ou est installée à Paris? Siège social à Paris, le gros des effectifs à Bordeaux. D'accord. Est-ce que vous pouvez, je sais que vous êtes plutôt secret lorsque vous travaillez sur ce type d'activité, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés? Oui, nous sommes 25 salariés, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. On sort un nouveau produit assez innovant tous les ans, voire tous les 6 mois. Voilà à peu près la particularité. Nous avons sorti une carte bancaire adossée à de l'or physique et de l'argent. Quelqu'un me faisait la réflexion, c'est vraiment une gold card, puisque vous venez créditer des grammes d'or et vous pouvez utiliser ces grammes d'or avec votre carte. Très bien. Philippe Gaborio, qui est à côté de vous, est Bonjour. fondateur de Happy Capital, une plateforme de crowdfunding spécialisée sur l'equity. Tout à fait. Je crois que ce n'était pas ton métier au départ. Happy Capital a simplement 2 ans. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les spécificités de cette plateforme et peut-être ton parcours sur cette dynamique du financement participatif? Oui. Alors, donc j'ai créé Happy Capital en 2013 à Bordeaux. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais une activité de leveur de fonds et je n'arrivais plus à lever des fonds pour certains de mes clients. Donc je regardais ce qui se passait aux États-Unis et j'ai eu l'idée de créer cette plateforme pour financer mes clients. Donc j'y suis arrivé un peu par hasard ou en tout cas par opportunisme pour trouver des solutions. Et donc au début j'étais plutôt focalisé sur la partie purement financière et juridique que je connaissais bien de la levée de fonds. Et je me suis vite rendu compte que j'étais une fintech. Enfin, j'ai mis le mot dessus il y a quelques semaines hein, sur le mot de fintech, mais en réalité que j'avais 3 métiers en faisant du crowdfunding ou de l'equity crowdfunding. Je faisais à la fois donc le métier de leveur de fonds avec des spécificités juridiques et financières, une activité pure player internet, donc vraiment comme du e-commerce, et une dernière activité de marketing digital. Est-ce Voilà. que c'est une plateforme agréée? Parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Oui, C'est important de le dire. tout à fait. Alors Happy Capital est une plateforme agréée par l'autorité des marchés financiers.
avec le statut de conseiller en investissement participatif, qui nous donne malheureusement pour l'instant la possibilité de lever des fonds qu'auprès d'investisseurs français. Voilà, mais ça a été un gros travail. On a participé à l'élaboration du projet de loi à Bercy auprès du régulateur. Je crois que vous avez réalisé dernièrement une levée de fonds 100% crowdfunding. Peut-être que tu peux nous en parler? Oui, alors bon, déjà la particularité de Happy Capital, c'est de faire des levées de fonds 100% auprès de particuliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant en tout cas, on n'a pas de co-investisseurs. Et on a fait une très belle levée de fonds pour un vaccin thérapeutique contre le sida de plus de 853 000 euros, 100% avec des particuliers en partant de zéro. D'ailleurs, 15 jours avant la fin de la levée de fonds, on n'avait levé que 22 000 euros. Et on a fini à 853 000, donc ça donne de l'espoir. Mais toujours est-il que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'était une très belle levée. Et la société, on va voir les résultats, elle va peut-être passer. Donc les financements ont servi à financer une phase 2A, qui était déjà la phase la plus avancée au niveau mondial. On aura les résultats en fin de semaine pour savoir si elle passe en phase 2B, ce qui donnerait une valorisation de l'entreprise aux alentours du milliard d'euros. Et je crois que ton voisin, monsieur de la Faucharière, a aussi utilisé Happy Capital pour son activité? Tout à fait, tout à fait. Merci de me donner la parole. En 2 mots, nous ne sommes fintech que dans la mesure où nous avons utilisé la plateforme Happy Capital pour lever des fonds dans le cadre du développement de notre société. Nous développons des robots pour l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture les investisseurs ont fait entrer dans le domaine de l'agriculture 2,5 milliards l'année dernière, plus 170% par rapport à l'année précédente. Dans l'agriculture, il y a 2 grands enjeux qui sont la robotique et les data. Nous sommes dans ces 2 domaines-là. Avec un robot, c'est un outil sans chauffeur qui se balade à l'intérieur de la vigne de manière autonome, 100% solaire, qui se promène avec les coordonnées GPS de la parcelle à laquelle il est destiné. Et ce tracteur robot, on lui colle un certain nombre d'outils, on lui attelle un certain nombre d'outils. Les premiers sont des tondeuses qui vont permettre d'entretenir l'herbe dans la vigne. C'est un grand enjeu. 70% aujourd'hui de cette herbe est gérée par des désherbants chimiques et il faut absolument les éliminer. Et puis on a un deuxième outil qui sont des capteurs. Donc on est en plein dans le monde des data, ces capteurs qui vont permettre donc d'optimiser les modes agronomiques de gestion de la vigne. Voilà. Nous avons, dans le cadre de notre développement, eu besoin d'une certaine somme d'argent. Je dirais quand on est centaines de milliers d'euros, c'est plutôt le crowdfunding, et quand on est millions, ce sont plutôt des modes opératoires plus traditionnels. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure. J'ai utilisé tout ça dans des vies antérieures en tant qu'entrepreneur récidiviste. On va passer à Xavier Pince, Bonjour. qui est aujourd'hui fondateur de Evolis. Exactement, Bordelais. Société Mais bordelaise. avant parisien, bordelais. Je suis à Bordeaux depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Voilà. Ancien DG de Cdiscount. DGA de Cdiscount. Voilà. Intéressé par l'aventure entrepreneuriale. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs sociétés avant Evolis. D'accord. Et donc Evolis a été créé quand? J'ai créé la société en février 2011. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Evolis? Oui, donc Evolis, c'est une société qui a développé une plateforme transactionnelle pour gérer des contrats de location destinés aux particuliers pour financer tous les biens d'équipement. Et c'est une plateforme qui est aujourd'hui commercialisée auprès des banques. On a plusieurs partenaires bancaires qui nous permettent de descendre les offres de location auprès de distributeurs pour permettre aux consommateurs et aux clients des distributeurs de louer des smartphones ou de louer des ordinateurs plutôt que les acheter. Vous fonctionnez plutôt en marque blanche? L'essentiel de l'activité est géré en marque blanche, tout à fait. D'accord. Mais avec aussi une marque propre, peut-être? On a pour développer l'activité et faire connaître un peu les concepts de location, on s'est appuyé sur une marque qu'on a créée qui s'appelle UseIt, qu'on descend et qu'on propose à des distributeurs directement. Donc beaucoup de data dans le business? Beaucoup de data, beaucoup de complexité pour gérer
la totalité des contrats de location, depuis la génération des contrats jusqu'à la sortie du contrat avec la reprise des produits. Très bien. Peut-être qu'on va parler de Boubacar, qui est de ce côté. Boubacar Diallo, qui est fondateur de Benouland et qui est le jeune start-upper de l'équipe, puisque la société a été créée il y a quelques mois. Oui, bonjour tout le monde. La société a été créée en mai de cette année, donc effectivement tout à fait récente, et on est sur Bordeaux depuis septembre, donc même pas 2 mois. Juste 2 mots sur Benouland pour vous expliquer. Nous, en fait, on essaie de développer des nouveaux moyens de financement de projets, très concrètement dans un marché bien particulier qui est celui de l'accès à l'énergie, dans les pays en développement. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais dans le monde, il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité aujourd'hui dans le monde. Donc nous, on est dans un modèle bien particulier qui est d'essayer de mobiliser des financements, mais aussi des compétences pour que toutes ces personnes puissent avoir accès à l'électricité d'ici 2030. Donc on est sur une vision assez long-termiste. Et vous imaginez utiliser aussi le financement participatif ? Oui, tout à fait. En fait, on est sur un modèle un peu particulier. On va utiliser le crowdlending. Donc, on a une plateforme qui devrait sortir fin novembre, début décembre. Sauf que nous, en fait, on utilise le crowdlending. En fait, on adapte plutôt les outils de commerce international, parce que c'était mon ancien métier quand je travaillais en banque à Paris. On essaie de les adapter pour le crowdlending et pour justement pouvoir mettre en place des financements internationaux en appui du crowdlending. Mais le crowdfunding pour nous est une part de l'activité, étant donné qu'on fait les opérations en co-investissement. Disons qu'il y a, on va dire, 2 tiers des opérations qui se font avec des partenaires bien spécifiques et 1 tiers de l'opération qui se fait par crowdfunding. D'accord. Peut-être que vous aurez des partenariats noués avec Hello Asso, Ismaël Lemouel qui est avec nous. Bonjour Ismaël. 1, 2. Bonjour à tous. Effectivement, en 2 mots, Hello Asso, que j'ai fondé il y a quelques années, nous sommes la première plateforme de crowdfunding dédiée au secteur associatif. On permet simplement aux associations de se financer sur Internet, que ce soit pour des dons, pour des adhésions ou pour l'organisation de leurs événements. On travaille pour un peu plus de 7000 associations maintenant en France et on a collecté à date 14 millions d'euros, sachant qu'on en parlait tout à l'heure, c'est généralement assez exponentiel dans les fintech, donc on tourne aujourd'hui aux alentours du 1 million d'euros par mois collectés. Hello Asso, on a deux particularités. La première, c'est que nous sommes la seule plateforme de crowdfunding gratuite. Chez nous, 100% des montants collectés sont reversés aux porteurs de projets. On ne prend pas de commission. Vous demandez donc comment est-ce qu'on vit. On repose sur un business model au pourboire, c'est-à-dire qu'au moment de la transaction, quand un internaute est en train de faire un don à une association, eh bien, on lui propose de laisser un pourboire volontaire et optionnel à Hello Asso. Et alors il en laisse ? Et alors ils en laissent. Plus de 60% des internautes aujourd'hui laissent un pourboire sur Hello Asso. Au début, c'était pas comme ça. Au début, on avait 10% seulement qui laissaient, puis on a un petit peu travaillé. Et quand ils laissent un pourboire, l'ordre de grandeur, c'est 4% de la transaction, donc c'est assez intéressant. C'est pas neutre. La deuxième particularité, c'est qu'on est soutenu depuis un peu plus de 18 mois maintenant par le président de la République, ce qui nous aide aussi pas mal à passer à l'échelle. Et puis, au-delà de la plateforme Hello Asso, comme pas mal d'acteurs ici, évidemment, on a derrière une technologie, au-delà du savoir-faire, et donc on déploie cette technologie en marque blanche pour plusieurs acteurs. Le dernier en date étant Orange, puisqu'on a lancé il y a un peu plus de 15 jours maintenant la première plateforme de mobile crowdfunding en Afrique, à Abidjan plus précisément. Le mobile crowdfunding, c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique, du financement participatif sur mobile, sauf qu'il faut imaginer qu'en Afrique, ils n'ont pas des iPhones, mais des Nokia 3310, et donc c'est la première plateforme de crowdfunding par SMS en Afrique. Et vous collectez combien de millions aujourd'hui ? Je crois que vous avez... Alors aujourd'hui, on collecte 1 million d'euros par mois sur Hello Asso. Et sur nos marques blanches, c'est en lancement, mais on est aussi sur des volumes dans cet ordre de grandeur-là. Oui, donc ça commence à être du volume conséquent. Pourtant, vous n'êtes pas... On peut peut-être parler maintenant de l'écosystème bordelais. Vous êtes parisien d'origine ?
Alors effectivement, oui, nous on est né à Paris et puis on est venu à Bordeaux il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. À l'époque, on était 5. On savait qu'on allait grandir assez rapidement puisqu'on a plus que doublé aujourd'hui. On est une grosse douzaine. Et on s'est dit, bah, c'est le moment de partir. Où est-ce qu'on va? On s'est mis autour d'une table. Et puis c'est Bordeaux qui a émergé pour plein de raisons. Le cadre de vie, évidemment. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que Bordeaux a de bonnes chances de devenir la Silicon Valley de la France. Il y a la mer, il y a le vin et il y a plein de startups. Donc tout est là pour avoir un écosystème qui marche très bien. Je pense que Thomas Baudin, qui est à côté de vous, va pas vous contredire. Thomas est là pas en tant qu'entrepreneur, alors que son histoire est celle d'un entrepreneur, mais il est directeur délégué de la French Tech. Peut-être que tu peux nous donner une vision un petit peu de cet écosystème bordelais? Oui, bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Mais je pense que déjà, avant de rentrer dans l'écosystème, il faut parler du dynamisme de la région. On a pas mal de palmarès qui positionnent Bordeaux comme étant l'une des régions économiquement les plus dynamiques de France, et ça ne va pas s'arrêter, puisque aujourd'hui on est à 3 heures de route de Paris, et très prochainement on sera à 2 heures de route de Paris, donc il y a un dynamisme qui ne va faire que s'accélérer, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement sur Bordeaux un des écosystèmes les plus dynamiques de France. On est labellisé French Tech précisément pour cette raison. On a d'abord des startups qui marchent bien et qui marchent depuis très très longtemps, donc il y a un vrai esprit entrepreneurial à Bordeaux. Je crois qu'on est le 3e taux de création d'entreprises en France, c'est ça? On est le 3e taux de création d'entreprises en France et je crois qu'on est le 2e en termes de création d'emplois. Donc voilà, ce sont vraiment des très très beaux chiffres. Et encore une fois, c'est une situation à date et je pense que les choses vont encore s'accélérer de manière exponentielle, comme tous les gens qui sont autour de moi aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on a, en termes d'infrastructure, depuis très longtemps, un effort qui a été fait par la région, la ville, la métropole. Donc on est un territoire extrêmement bien équipé dans le domaine du numérique. Ça, je pense que c'est très important. On a des écoles, des enseignements, un vivier de talents, et on en parlera, je crois, Emmanuel, un peu plus tout à l'heure, à disposition des startups, à des coûts qui sont, là je pense que je pourrais laisser la parole aux entrepreneurs, mais investir et s'installer à Bordeaux, ça n'a juste rien à voir en termes de coûts, que ce soit foncier ou humain, par rapport aux autres régions de France, et en particulier dans la région parisienne. Voilà. Au-delà de ça, on a un système d'aide et de soutien qui est absolument exceptionnel sur le territoire. On reviendra aussi sur les structures d'accompagnement qui existent, les agences, les associations de l'écosystème, mais peut-être qu'on va donner la parole aux entrepreneurs sur pourquoi Bordeaux. Peut-être aussi que on peut donner la parole à Boubacar, parce que lui aussi il a choisi Bordeaux venant de l'extérieur. Est-ce que... Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire pour... qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Ce que je peux dire va être assez de l'information fraîche, puisqu'on s'est installé juste en septembre. Il y a peut-être plusieurs choses qui font que j'ai choisi Bordeaux. Il y en a une qui est très simple, c'est que j'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai aimé mes années étudiantes à Bordeaux et ma vie bordelaise. Naturellement, quand je devais choisir si je devais aller dans une ville en particulier, je savais que Bordeaux allait être dans les principaux choix. Mais ça, on va dire, c'est mon choix, moi, personnel. Ça ne décide pas d'une création d'entreprise uniquement par le fait de s'être bien amusé pendant ses études. Il y a un autre élément qui est plus important pour moi, mais qui reste aussi sur l'élément personnel, c'est la question familiale. Quand on est entrepreneur, il y a un facteur qui est très important, je trouve, c'est le soutien qu'on peut avoir de sa famille, des personnes qui nous entourent, etc. Et quand j'ai lancé mon projet, une des choses que j'ai demandé à ma femme, c'est où est-ce que tu serais heureuse? Elle m'a dit que ce serait sur Bordeaux parce qu'on a la famille pas loin, etc., etc. Donc ça, c'est un facteur important. Ça peut sembler anodin, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est bien d'écouter sa femme. Il faut écouter sa femme, c'est très important. Elle n'est pas là, mais il faut le savoir. Après, il y a un autre point là, plus professionnel, je dirais. Nous, on est un acteur qui est quand même protéiforme, c'est-à-dire qu'on est d'une certaine manière une entreprise sociale, clean tech, fintech,
Donc on Oui. globalise au sein de notre entreprise des compétences très diverses. Il y en a qui sont plutôt dans le digital marketing, d'autres dans les énergies renouvelables, moi plutôt finance, et un autre en coopération internationale. Et on avait besoin pour se développer, pour évoluer, d'être dans une ville où on pouvait derrière pouvoir trouver des compétences similaires. Et à Bordeaux, on pouvait trouver ça. Il y a d'autres villes de France où on ne pouvait pas avoir cet équilibre de différents types de formations, de compétences. Et Bordeaux nous l'offrait. Et après, je dirais, il y a un autre dernier point qui est important et qui est toujours lié aux professionnels, c'est la question des réseaux. Pour se développer, c'est important d'avoir les bons réseaux. Le premier, j'ai pu le trouver en m'installant au campement Darwin, ici, juste à côté. Le campement, c'est Le la campement, pépinière. donc c'est la pépinière d'entreprise qui est logée ici dans l'écosystème Darwin, qui est concentrée sur les sujets ESS, développement durable, technologie, innovation d'usage. Et je suis clairement dans ce secteur-là. Donc c'était important aussi d'aller dans une ville et dans un environnement où j'allais retrouver ce qui va fonder et créer et fonder les valeurs de notre société. Et un dernier point toujours sur les réseaux. Moi je l'ai dit, j'ai fait mes études ici, j'ai fait Sciences Po sur Bordeaux. Tous mes petits collègues de promo et moi aussi, on est tous partis bosser à Paris. Quand on était à Paris, on réseautait jamais parce que de toute façon, il y a tellement de monde à voir à Paris qu'au final, on n'a pas besoin de ces petits copains du réseau d'anciens. Là, depuis que je suis revenu sur Bordeaux, j'arrête pas de réseauter avec tous mes autres collègues de promo qui sont revenus sur Bordeaux et qui sont un peu dans la même logique que moi. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions qui font que Bordeaux est le bon endroit pour s'installer lorsqu'on veut créer sa société. Sébastien, vous êtes bordelais de longue date, avec... peut-être pas, non? Si, quand même. Ça fait 16 ans, donc je pense qu'on peut le dire. Oui. Ouais. Vous avez aussi participé à l'aventure Infusio, Callisto. Oui, deux, trois sociétés connues sur Bordeaux comme Callisto ou Infusio, deux fois 4 ans. Moi, je voudrais insister sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Certes, il y a les réseaux, mais en fait, c'est surtout le dynamisme de ces réseaux. Quand je suis arrivé il y a 16 ans à Bordeaux, il n'y avait pas du tout ce même dynamisme. Au bout de 4 ans de Callisto, quand on se retrouve sur le carreau, pour avoir explosé en vol, il n'y a pas du tout le même dynamisme. Donc ce que je peux constater depuis les 15 dernières années, en fait, c'est qu'il y a des réseaux identifiés, il y a des incubateurs, il y a un écosystème qui est sain et qui peut nous aider facilement à développer ou alors à se rencontrer. Il y a aussi une chose assez importante, concrète, c'est la facilité avec laquelle on peut rencontrer des gens sur Bordeaux, ce qui n'est peut-être pas le cas sur Paris ou ailleurs d'ailleurs, ou sur Londres. Cette capacité à prendre le téléphone ou à chercher dans un LinkedIn et de trouver le contact hyper rapidement, et ça se fait assez simplement sans préjugés. Donc c'est cette capacité-là qui, moi, me satisfait. Vous me racontiez aussi que d'être sur Bordeaux, quand vous êtes en commuting entre Paris et Bordeaux, ça permet d'avoir une certaine distance. Oui, c'est le côté sympa, ce que je trouve en fait. C'est Oui. de ne pas être tout le temps invité à aller couper des rubans ou aller faire ce que disait Boubacar, on n'a pas trop le temps non plus de s'occuper de son réseau, et du coup il y a un espèce de bruit qui n'est pas du tout efficace. Alors que là, le réseau étant moins gros, on a toutes les compétences sur ce territoire pour venir développer notre société, que ce soit au niveau marketing, au niveau technique. On a parlé des filières, des études et des formations. On a un gros pool d'ingénieurs ici, donc on a tout pour faire à Bordeaux, puis après d'aller chercher au national ou à l'international. Mais en tout cas, au départ, ça sert à rien d'aller très très loin. Et Bordeaux se traverse en 20 minutes. Ça dépend à quelle heure. Mais En scooter. Xavier Pince, vous nous racontiez aussi sur les compétences que vous aviez été séduit parce que ce qu'il était possible de trouver sur Bordeaux. Et c'est, je crois, intéressant de vous entendre sur la façon dont vous recrutez pour Evolus.
Donc on a des besoins importants au niveau informatique pour développer la plateforme. Donc on a eu la possibilité de s'appuyer sur des compétences locales et en parallèle on a des besoins en termes de traitement de données et on s'est appuyé sur un partenariat avec l'INRIA pour avoir un doctorant qui a travaillé sur le sujet. Oui, INRIA, très bon labo sur le sujet. On aura l'occasion de parler de la compétence data tout à l'heure dans la troisième table ronde. Philippe Gaborio, sur le sujet de faire travailler en local les acteurs locaux. Tu as quelque chose à témoigner là-dessus ? Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, je confirme que c'est plus facile de cultiver son jardin à Bordeaux qu'à Paris. Et du coup, moi, j'ai trouvé à la fois des fournisseurs que j'ai cherchés d'ailleurs, sur Bordeaux. Par exemple, dans notre process, quand vous investissez, le process est entièrement dématérialisé. Donc, on a besoin, pour la signature électronique, ça doit être une signature, c'est un acte juridique. Donc, on a cherché des prestataires, des tiers de confiance. Et il se trouve qu'on en a trouvé un à Bordeaux qui est derrière, qui s'appelle Primobox EasySign, que je salue. On a trouvé des fournisseurs, on a trouvé des partenaires, donc pour développer notre activité, notamment avec AEC. On est également hébergé à Darwin. On a trouvé des clients. Donc en fait, en arrivant à Bordeaux, on aurait trouvé des fournisseurs, des clients, des partenaires. Et en plus, comme c'est à dimension humaine, je pense que Bordeaux peut servir de tremplin. C'est-à-dire que ici, vous avez très facilement accès au directeur de la BPI, au directeur régional de la BPI, au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France. Et quand vous avez besoin d'un rendez-vous avec un décideur parisien dans ces activités, dans ces entreprises, ces institutions, ben vous arrivez très facilement à avoir les rendez-vous, chose qui est bien plus compliquée quand vous êtes sur Paris. Sur Paris. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant d'être localisé à Bordeaux, sans parler du fait que comme on est un peu éloigné, on est obligé d'être encore plus performant. Et ça permet également de prendre, je pense, du recul en étant un peu en retrait de Paris. Ismaël, vous avez positionné la LOASO dans la cité numérique, qui est un gros projet du territoire et qui est le totem de notre label French Tech. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet écosystème et de ce projet-là ? Alors oui, effectivement, je souscris tout ce qui a été dit auparavant, et notamment en termes d'écosystème, justement. Moi, ce que j'ai un peu découvert en fait en arrivant à Bordeaux et qui est en réalité extrêmement impressionnant, c'est qu'il y a deux écosystèmes qui se répondent, ce qui n'est pas le cas à Paris. D'un côté, l'écosystème social qui, entre autres, est positionné ici, et de l'autre côté, cet écosystème numérique qui est basé à la cité numérique. Et ça produit plein de startups. On en est un exemple, mais il y en a également beaucoup à Bordeaux dans l'économie collaborative, dans les fintech également. Ça produit des startups qui utilisent toute cette dimension collaborative, participative et le numérique pour grandir. Ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième point, moi, sur lequel je voulais insister, c'est ce que vous avez dit, et je crois que c'est extrêmement important. Quand on monte une startup à Paris, très très vite, on se retrouve face à un problème, c'est que recruter des développeurs, c'est juste impossible, parce que ceux qui sont très bons ne sont pas sur le marché, qu'il faut les chasser et que tout le monde les chasse. Quand vous êtes à Bordeaux, c'est toujours compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus simple. D'une part, parce que vous avez moins de compétition, et d'autre part, parce que c'est beaucoup plus facile d'expliquer à un développeur à Paris qui va venir s'installer à Bordeaux, près de la mer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec le bon vin qu'il y a autour. Et ça, nous, on l'a vraiment constaté, et ça marche extrêmement bien. C'est qu'à un moment, quand on fait des fintech ou quand on fait une start-up, le cœur de ce qu'on fait, c'est de la technologie. Et donc, le cœur de ce qu'on fait, c'est les ingénieurs et les développeurs. Et pour en trouver des bons, être à Bordeaux, c'est vraiment un plus qu'important.
Et juste un petit mot, moi, des contacts que j'ai avec l'ensemble des startups sur le territoire, c'est aussi beaucoup plus simple de les fidéliser, c'est-à-dire qu'on les garde longtemps. Et ça, quand on sait le souci que ça peut représenter pour une startup d'une manière générale, c'est un des gros avantages de l'écosystème ici. Ok, bah écoutez, merci de votre participation et on va passer à la deuxième table ronde. Alors peut-être qu'on peut commencer avec vous, Monsieur Marjari, sur cette association dont vous êtes président, qui est Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Peut-être que vous pouvez nous présenter un petit peu l'objet de cette association et aussi son ambition. On peut aussi avoir besoin d'informations sur ce qu'est la place financière de Bordeaux, parce qu'on connaît plus Bordeaux sur d'autres catégories que sur cette catégorie-là qui est la finance. Alors tout à fait, Emmanuel, nous sommes partis du constat il y a un peu plus de 2 ans que nous avons une concentration à Bordeaux relativement importante de sièges et de fonctions importantes, de fonctions sièges au niveau des acteurs de la finance. Et nous nous sommes dit en fait qu'il fallait créer de la transversalité. Donc l'objectif de l'association, ça a été d'être un peu disruptif en fait quelque part. Hein. Beaucoup de personnes ont parlé de la disruption dans la journée. Bordeaux Place Financière et Tertiaire essaye de créer l'innovation en mettant en relation en fait, les différents acteurs de la filière finance et services. Vous cassez les silos ? On veut casser les silos. Ça part du monde de la formation, puisque l'université est membre de Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Ça passe par les établissements bancaires et financiers, bien sûr. Ça passe aussi par d'autres acteurs des services et du tertiaire supérieur. Nous avons des membres qui sont en fait spécialisés dans l'analyse financière. Et bien sûr, les professionnels du chiffre, des experts comptables, des commissaires aux comptes et aussi des avocats. Donc toute la palette de services, y compris bien sûr nos amis du numérique qui ont rejoint très vite en fait Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Oui, vous avez souhaité véritablement être très transversal. L'ambition de l'association, quelle est-elle ? L'ambition de l'association, elle est assez simple. L'ambition de l'association, elle est double. Son ambition, la première ambition, c'est d'être au service des acteurs du territoire. Alors ça peut sembler un peu tarte à la crème, mais non. Ça veut dire faire savoir qu'à Bordeaux, nous avons toute la palette de compétences nécessaires pour porter les projets, pour accompagner les chefs d'entreprise ou les développeurs qui sont présents ou qui pourraient l'être. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire que vous n'êtes pas à côté des startups ? Nous sommes à leur côté des startups, mais nous sommes aussi à côté des autres entreprises. Il n'y a pas que les startups que nous sommes susceptibles d'accompagner. Alors ça, c'est le premier point. Une palette de services et faire savoir qu'à Bordeaux, l'écosystème, tout à l'heure, Philippe Gaborio parlait, il aurait presque pu venir à cette table ronde parce qu'il était une publicité ambiante, en fait, une publicité vivante, pardon, pour indiquer, en fait, qu'à Bordeaux, il avait trouvé tout un tas d'éléments. Et bien, ce que nous avons essayé de faire à Bordeaux Place Financière, c'est de regrouper cela dans un creuset, dans une association qui n'est pas un cercle, qui est quelque chose d'ouvert sur l'extérieur, destiné à faire savoir que nous avons toutes les compétences nécessaires et qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher les compétences à Paris. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je suis à l'aéroport et que je croise des personnes qui viennent avec leur petite mallette alors qu'en fait toutes les compétences existent localement sur toutes les dimensions. Ça, c'était le premier point. Et particulièrement dans les métiers du brain, du conseil et de la finance. D'accord. Est-ce que, si on pose la question maintenant peut-être à Antoine Priolo, les acteurs de Bordeaux Place Financière et les acteurs du conseil, vous êtes associé au DIT chez PwC et vous avez forcément en vision la montée en puissance de start-up ou d'entreprises en forte croissance. Donc la question de la croissance, de l'accompagnement à la croissance, pour des métiers comme le vôtre, quels sont les leviers, quels sont les enjeux, comment ça se passe ? Oui, alors juste peut-être pour compléter ce que vient de dire Emmanuel, c'est vrai qu'on travaille avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais on va dire que Bordeaux n'est pas une ville qui brille par la présence des multinationales, oui. Qu'elles soient françaises ou étrangères. Et donc, ce que l'on croit, je pense que tous autour de cette table, mais dans l'association, c'est que l'avenir de Bordeaux, c'est le tissu économique de ces petites entreprises, start-up innovantes,
que ce soit d'ailleurs fintech ou pas. Hein. Et donc, c'est vraiment en ça qu'on croit. Et c'est pour ça que toutes les entreprises qui se sont réunies dans Bordeaux Place Financière ont la volonté de les aider et de les accompagner dans leur développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner des startups, des entreprises fintech, si on prend l'exemple typique de fintech ça va toucher énormément de choses qui sont à la fois simples et compliquées. Si je prends les différents thèmes, on va pouvoir les assister bien sûr et avec des acteurs et des professionnels à Bordeaux sur des sujets juridiques, donc des choses très simples, de la tenue juridique, mais également plus compliquées comme des packs d'actionnaires à rédiger dans le cas de levée de fonds, donc des structurations juridiques un peu compliquées. Des accords contractuels, comme par exemple de la propriété intellectuelle, les brevets, ou des conventions de distribution. Donc là, il y a besoin de compétences que l'on met, et parce qu'on croit à Bordeaux, on les met à Bordeaux. Je pourrais parler de la fiscalité, des crédits d'impôt recherche, etc. Mais, et si on revient également au sujet plus de la fintech, il y a un vrai enjeu aussi réglementaire, puisqu'on sait que ces entreprises de la fintech, elles sont sous l'autorité de tutelle qui est la CPR, donc elles ont besoin d'agréments pour exercer leur métier. Elles ont besoin donc d'avoir aussi des interlocuteurs à Bordeaux qui connaissent cette réglementation, qui connaissent toutes les problématiques liées par exemple à MIFID 2. Donc là, on est sur des sujets qui affectent à la fois des acteurs plus classiques de la finance à Bordeaux, comme les grandes banques, mais qui vont affecter aussi des acteurs de la fintech. Et là, j'allais dire, moi, j'aime pas trop opposer ces deux mondes, parce que je pense qu'ils se rejoignent sur un certain nombre de sujets. Voire on pourrait développer, mais je crois que ça a déjà été évoqué depuis ce matin, ils sont souvent même partenaires, voire plus. Et donc je pense qu'ils se rejoignent sur un certain nombre de problématiques. Voilà. Dans cette dynamique-là, vous avez aussi un enjeu au niveau de l'association qui est de créer du lien avec l'ensemble des acteurs et particulièrement les innovations qui peuvent exister dans le domaine numérique. La démarche qui a été d'inviter l'agence AEC au sein de Bordeaux Place Financière, quelle a été cette démarche et comment l'agence travaille avec les acteurs du financement que sont ceux de Bordeaux Place Financière? Alors effectivement, quand il y a à peu près 2 ans, on commence à avoir quelques rencontres entre les initiateurs de cette association et les associations du numérique. En tant qu'agence de la région impliquée dans un certain nombre d'activités, dont de la pédagogie sur la transformation numérique, mais également opérateur d'un incubateur de projets numériques innovants, et assistant la métropole et Bordeaux Euratlantique dans le projet de cité numérique, immédiatement je me suis dit, il faut qu'on soit dedans, au moins à 3 titres. Le premier, c'est que vous êtes tous bien placés pour savoir que le secteur financier et tertiaire a terriblement besoin d'être bousculé par les aiguillons numériques. Il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de progrès à faire, et les différentes réunions qu'on a pu avoir montrent qu'il y a une vraie appétence, comprendre comment le numérique peut venir modifier les pratiques. Le deuxième, c'est qu'en tant qu'opérateur d'incubateur, on a besoin de faire comprendre aux financeurs institutionnels le mécanisme, les modèles économiques de la nouvelle économie. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de brevets, etc. Donc c'est plus compliqué. Donc il y avait là aussi un effort pédagogique à faire pour pouvoir attirer des fonds qui permettent à ces boîtes de monter. Et puis le troisième, c'est que les boîtes qu'on accueille sont, comme ça a été dit tout à l'heure, beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie collaborative, et elles-mêmes ont besoin d'instruments financiers innovants dans leur relation avec leurs clients. Donc là aussi, c'était 3 raisons qui faisaient qu'il fallait absolument qu'on soit au milieu, faire de l'inception au sein de cette association. Vous vouliez rajouter quelque chose, Je voulais dire que ce qui a prévalu en fait et ce qui constitue la valeur ajoutée de l'association, c'est l'aiguillage, c'est la capacité à tous s'interconnecter, à se mettre en réseau. Ce point-là est vraiment essentiel et se fait simplement. Le fait que Jean-François nous ait rejoints, le fait que d'autres acteurs nous rejoignent, traduit en fait la démarche de simplicité et d'ancrage régional. En fait, la valeur ajoutée de l'association, c'est ni plus ni moins que de mettre en fait les gens en réseau, en interface, de façon à ce que les choses aillent vite.
et que l'on crée en fait de la fluidité. Moi, je crois beaucoup à la fluidité. Il me semble que quelqu'un qui vient nous voir et qui cherche un projet, et si on l'oriente bien, si on essaye de lui donner quelques pistes, sans que nous soyons prestataires de services, eh bien, tout l'écosystème bordelais en retire une valeur ajoutée. Et c'est ce qu'essayent de faire les acteurs de Bordeaux Place Financière, faire rayonner les compétences et faire cette mise en connexion. Oui, il y a dans l'association une démarche un peu comme les fintech, de raccourcir la chaîne de valeur pour que ce soit plus fluide et efficace. Oui, enfin, on pourrait presque se qualifier d'écosystème bordelais dans la finance, mais il y a une volonté d'avoir de proximité, parce que je crois que c'est hyper important. Et je ne pense pas que qui que ce soit puisse nous contredire ici. Et donc, ce qu'on veut dire aussi aux acteurs, que ce soit les acteurs bordelais de la fintech ou que ce soit des acteurs d'autres endroits en France ou à l'étranger qui veulent venir à Bordeaux, c'est que on est là pour les aider et les accompagner. Et on est là pour les aider et les accompagner dans toute leur phase de croissance et dans toute la vie d'un projet, de l'amorçage, de la start-up vraiment de départ, mais jusqu'à sa croissance, jusqu'à l'international. Et je crois que ça, c'est vraiment un sujet qui nous plaît énormément. C'est pas juste le concept de la start-up, du produit en tant que tel, même si c'est passionnant, mais il y a des gens qui peuvent en parler beaucoup mieux que nous, qui sont passés précédemment. Nous, l'idée, c'est aussi de tout cet accompagnement dans la durée, quelle que soit la vie de ces entreprises, et notamment, y compris pour le développement international. Et c'est là où quelques gros acteurs que nous sommes, si on regarde la taille au niveau dans le monde, les banques ou les acteurs aussi du conseil, on va pouvoir aider ces entreprises qui n'ont parfois pas les capacités à aller chercher les bons réseaux à l'international, à comprendre les réglementations qui s'appliquent, parce que même si on parle de digital, d'Internet, à un moment donné, il faut aussi respecter cette réglementation à l'étranger. Voilà. Et donc, c'est aussi ça qu'on est capable d'apporter. Et ça, on peut le faire, nous, d'ici, en connectant les personnes aux bons réseaux un peu partout dans le monde. Avis aux amateurs qui veulent venir s'implanter à Bordeaux, il y a toutes les compétences pour accompagner la croissance, que ce soit celle des startups ou celle des entreprises les plus classiques. On le voit d'ailleurs très concrètement, cette interpénétration entre les métiers de la finance et du conseil et l'entrepreneuriat, parce que vous êtes très souvent partenaire des événements présents au cœur de ce que peuvent vivre les entrepreneurs dans les logiques de réseau dont on parlait tout à l'heure. Il nous a semblé naturel d'être partenaire de cet événement qui se tenait aujourd'hui. Je veux dire, un événement qui rassemble en fait les fintechs, dédié à quelque chose d'innovant, eh bien, la place financière se devait en fait d'être à côté des organisateurs et de participer à cette manifestation. Encore une fois, tous les creusets, toutes les compétences sont là, faisons-le savoir. C'est clair. Le message est clair. Peut-être une question à Nicolas Gaston-Elie, qui est responsable Internext, Euronext sur la région sud-ouest. Vous êtes de ce fait représentant d'un groupe dédié à la promotion et au développement des marchés boursiers propres aux PME. Ça fait pas très longtemps que vous êtes sur Bordeaux. Alors, Internext a été créé en mai 2013 et on a réouvert des bureaux en région et plus particulièrement à Bordeaux en septembre 2013. Vous l'avez très justement dit, notre rôle et mon rôle plus particulièrement dans la région est de promouvoir auprès des sociétés innovantes, des sociétés tech, mais pas que, les marchés financiers comme une source de financement, comme une autre finalement, pour qu'elles puissent se développer, alors bien évidemment d'un point de vue régional, national, mais aussi international. Et quelle est la vision de la fintech ou des fintechs pour un acteur des marchés financiers ? Alors, pour un acteur de la finance et plus particulièrement des marchés financiers, on trouve que les fintechs d'un point de vue général sont des bons outils, et plus particulièrement sur le système de fintech, si on prend le financement aux entreprises, puisque je vais me prononcer que sur ce sujet-là, on trouve que ça répond d'abord à un besoin. Très clairement, si des nouveaux outils sont aujourd'hui créés
dans le domaine des moyens de paiement ou du financement participatif, c'est que ça, finalement, ça remplit un trou dans la raquette du mode de financement. Vous ressentez pas concurrent du financement participatif, par exemple? Absolument pas. On n'est pas concurrent puisque on est en relation avec eux, avec Happy Capital, avec WeSeed ou avec les autres modes de financement participatif. On est complémentaires. Eux vont financer, ils l'ont très bien dit dans les différentes tables rondes, jusqu'à des montants d'1 million d'euros. Nous allons au-delà, au même titre que nous ne sommes pas concurrents des fonds de private equity ou des fonds de Capirisque et CapDev. On est un outil de financement parmi tant d'autres pour justement accompagner les sociétés tech innovantes qui ont encore une fois énormément besoin de fonds, au même titre qu'on n'est pas concurrent des banques, puisque chaque acteur a un rôle à jouer. Et ça a été dit et redit, et je vais le redire, voilà, il y a des compétences ici, à la fois dans les fintech, dans le financement participatif, mais aussi sur les marchés financiers. On a des acteurs qui peuvent introduire des sociétés en bourse localement, et voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà, beaucoup de sociétés pensent qu'elles sont trop petites pour utiliser les marchés financiers. Voilà, je suis là pour casser les idées reçues et qu'on peut... pour être disruptif, là aussi. Absolument. Logique de fertilisation donc, entre les différents acteurs. Est-ce que le marché financier finance les fintechs? Alors, on a déjà à minima 2 sociétés cotées sur nos marchés. On a la société Rentability Web, qui est une société de monétisation. Ouais. Donc, elle fait partie des premières fintech. C'est une société qui est cotée depuis 2009. Et puis on a iPay qui est également présent, donc voilà, qui est un spin-off de iMedia. Et donc du coup, ça fait déjà 2 sociétés cotées. On espère en avoir prochainement d'autres. WeSeed a annoncé il y a quelques semaines que la société souhaitait lever des fonds et notamment envisager la bourse d'ici 2 ans. Voilà, donc on est en relation avec ces sociétés-là, bien évidemment. On est en relation avec d'autres sociétés. On a lancé notamment un certain nombre d'initiatives pour l'accompagnement des sociétés tech et également des fintech. On avait lancé un programme qui s'appelle le programme TechShare, dont les rôles est de coacher pendant une période de 12 mois avec un certain nombre d'acteurs qui sont d'ailleurs représentés ici, avec différentes compétences juridiques, comptables, communication financière, coaching diverses et variées. Et voilà, la société Litchi faisait partie de... Alors la société Litchi, c'est la fameuse cagnotte en ligne, voilà, exactement. Faisait partie des 15 candidats, enfin des 50 candidats, et sur les 50, on a choisi 15 sociétés, voilà. Elle a fait partie du panel pour être accompagnée, et finalement au lancement, elle vient d'être rachetée par le Crédit Mutuel Arkea. Par un acteur de la banque. Exactement, un acteur de la banque. Donc, comme quoi, on n'est pas, encore une fois, concurrents les uns des autres. Un marché financier peut être un moyen d'être visible, de gagner en notoriété, de lever des fonds, et voilà. Et je pense que avec de nouveaux acteurs et avec les nouveaux acteurs que représentent la fintech, encore une fois dans le financement des entreprises, que ce soit en prêt, en equity ou d'autres, on a un nouveau moyen qui répond à un nouveau besoin, et que les autres acteurs vont continuer à financer ces sociétés. Merci beaucoup. On a retenu le transversal, le système ouvert, et qui a de très bonnes compétences pour accompagner la croissance à Bordeaux. Merci. Vous avez tous les deux, donc entrepreneurs et chercheurs, souhaité mettre un focus sur l'écosystème de la data à Bordeaux, parce que vous dites que Bordeaux est l'écosystème de la data le plus avancé en France. Pourtant, moi, j'ai bien vu que l'école INSEE, elle n'était pas à Bordeaux, elle est à Rennes. Oui. On n'est pas les premiers historiquement, ça c'est clair, et on n'est certainement pas les seuls. Ça n'a échappé à personne, ni en France ni ailleurs, que la data
la formation de data scientists, c'est un enjeu essentiel. Les entreprises, le marché du travail est en très très forte demande. Donc on est un des acteurs. Ce qu'on a de particulier, c'est qu'il y a ici à Bordeaux une interaction entre le monde de la formation, le monde de la recherche universitaire académique et le monde des entreprises, particulièrement des startups, ça a été dit, ou des PME, ça a été dit beaucoup déjà, et c'est tout à fait conforme à notre expérience dans le domaine de la data et dans les autres domaines de l'informatique. Et on a donc une vraie expérience de mener des projets en commun et des projets extrêmement innovatifs. On va revenir sur ce sujet. Ce que vous voulez, ce que j'ai entendu aussi, c'est que vous vouliez aussi témoigner que à Bordeaux, on ne traite pas de la data de petits garçons. C'est François qui dit ça. Non, juste un point, il faut revenir sur un aspect historique en fait, de l'écosystème bordelais. Il se trouve que ça fait une vingtaine d'années que énormément d'acteurs tech se sont intéressés à la data. On a des acteurs comme AT Internet, 250 personnes à Mérignac, numéro 6 mondial de l'analyse d'audience, Esacus, on en a tout un tas, et qui ont donc attiré des compétences autour de la data. Mais tous les acteurs, y compris la société que je dirige, on a plutôt les mains dans le cambouis. Donc on parle de big data parce que effectivement on traite, nous concernant, à peu près 2 milliards de documents par jour. Donc là on commence à parler de big data. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acteurs qui sont en présence sur le territoire sont des gens qui ont appliqué des méthodologies de la science liées à la data sur des sujets particuliers. Le marché publicitaire, l'analyse d'audience, l'analyse sémantique parfois. Ce que je veux dire, c'est qu'on a sur le territoire énormément d'ingénieurs compétents qui, pour le coup, sont chassés par les gros Google, Twitter assez régulièrement. On a la chance d'être dans une belle région et qu'ils n'ont pas trop envie de partir. Vous, ensemble d'ailleurs, vous travaillez, on va revenir sur cette dimension, je crois que vous appelez ça l'effet, il y a le mot district dedans. Vous allez nous raconter ça, Monsieur Veil. Oui, donc je confirme tout à fait ce que disait François. Les acteurs de la donnée ici, entreprises et universitaires, se sont construits et rassemblés petit à petit autour de quelques entreprises phares, autour de laboratoires et de chercheurs dans ces laboratoires qui sont venus progressivement à cette discipline qui est complètement nouvelle. Et ce qui se passe, c'est que des entreprises qui vendent du service autour des données, il y en a depuis un certain temps, mais le volume, la croissance du volume des données, l'explosion du volume des données oblige non plus à multiplier le nombre de serveurs qu'on met en parallèle, mais à repenser fondamentalement les méthodes d'analyse, celles qui étaient enseignées dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce il y a 15 ans, il y a 20 ans, sont toujours efficaces sur leur domaine d'application, elles ne le sont plus sur les domaines, sur les types de données qu'il faut traiter aujourd'hui dans certains secteurs. Alors, on a donc de ce fait un ensemble d'acteurs qui souvent sont des petits acteurs en taille, pas en influence, ou des acteurs, des représentants locaux d'acteurs nationaux, je pense à des SS2I, Sogeti, Hightech, AK Technologies par exemple, des acteurs qui sont extrêmement consommateurs de traitement de données massives dans le e-commerce par exemple. C'est Discount par exemple ici. Tout de suite à l'esprit. Et tous ces acteurs je crois, se connaissent entre eux, ont pris l'habitude de travailler entre eux, sont évidemment sur certains domaines en concurrence les uns avec les autres, mais aussi en coopération, parce que ça n'est pas toujours le cas qu'ils soient en rivalité sur des marchés. Et surtout, ils ont une espèce d'urgence qui est l'appel du marché, qui les oblige à trouver des solutions et non pas à réinventer la roue en permanence. Et donc, vous faisiez allusion à ce concept qui a été développé pour décrire, je crois, l'industrie de la céramique en Italie du Nord, qui est extrêmement parlant des petites entreprises qui dominent le marché mondial, donc le concept de district industriel. Et je crois qu'on en a une illustration ici dans notre domaine des données. Ça veut dire qu'on a une grosse collaboration entre des acteurs qui sont des entreprises et des entrepreneurs, le monde industriel,
la recherche, le monde académique, hein, et sur des sujets qui sont des programmes de recherche, mais aussi des programmes applicatifs avec des thématiques qui sont celles des entreprises et des projets. Alors oui, je confirme d'abord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets data, les premiers à s'y confronter, au-delà du monde scientifique, ça a été les quelques acteurs qu'on était à essayer d'adresser des problématiques métiers avec du big data derrière. On a essayé de paraître au plus pressé et d'être pragmatique, et donc il se trouve qu'on est au début de l'histoire en matière de traitement des données, et on ne fait plus du traitement de données comme on le faisait dans les années 90, ce que disait M. Veil, on ne fait plus de la segmentation, on parle d'énormes masses de données, et donc on change de paradigme à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technologique. Résultat, nous on est au début de l'histoire, la ressource étant rare, on s'est dit qu'on serait plus fort à s'allier les uns aux autres, que ce soit avec le monde de la recherche, puisqu'un exemple, c'est que chez Cognitive, on collabore avec 2 laboratoires de recherche, y compris le Labri, et que la plupart des acteurs de la data en région font de même. AT Internet, je crois, collabore de manière très rapprochée avec le Labri aussi. Xavier Pince, tout à l'heure, disait qu'il avait un doctorant chez lui. Exactement, et à côté de ça, les entreprises, on a eu en fait une approche assez pragmatique là aussi, de se mettre autour de la table pour se dire, bon, mais on est en train de fabriquer à peu près tous la même chose, chacun dans notre coin, on va essayer un peu de mutualiser tout ça, et donc à la faveur parfois de certains dispositifs de financement public, on s'est réunis autour de projets, soit entre nous, entreprises privées, soit entre des entreprises privées et des laboratoires, parfois en région, parfois ailleurs, pour travailler sur des projets et éviter, comme le disait M. Veil, de réinventer la roue à chaque fois. Donc je pense que l'écosystème aujourd'hui collabore très bien sur ces sujets-là et est en train de gagner des points à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, puisqu'on va assez vite en fait sur le développement de nouvelles briques technologiques qui peuvent être mises à disposition évidemment de l'écosystème FinTech. Voilà, et ça c'est un petit peu le message aussi qui est important de porter, c'est que cette compétence-là qui est de très bon niveau, à un moment donné, il y a peut-être une opportunité pour les FinTech d'ici et d'ailleurs de venir développer des choses ensemble dans le domaine applicatif. Oui, tout à fait. Ce que disait François Gaube sur les briques technologiques qui sont développées, qui sont co-développées quelquefois dans le domaine du traitement de données massives. Si quelqu'un cherchait comment on dit big data en français, on peut dire traitement de données massives. Donc dans ce domaine, les briques technologiques peuvent servir à toutes sortes d'applications. Elles ont pu être développées dans le cadre de l'audience Internet, de la métrologie Internet, et servir dans le cadre de l'épidémiologie ou dans le cadre des FinTech. Et le cercle, le district, si on veut, ou le cercle de collaboration qui existe n'est pas du tout un cercle fermé. Il est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent le rejoindre. Et donc ça, c'est un point effectivement très important. Ouais, pour vous donner un cas concret d'application, je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est le mien. Il se trouve qu'on a rencontré en fait les chercheurs du laboratoire d'informatique de l'université de Pau, qui nous ont présenté en fait une brique technologique sur étagère, qui en fait était un détecteur d'entités nommées. Alors une entité nommée, je vais faire simple, ça peut être votre nom, votre prénom, votre organisation, votre géolocalisation, whatever. Il se trouve qu'ils étaient très bons sur la détection d'entités nommées spatio-temporelles. Donc ils arrivaient très bien à détecter dans un texte, par exemple, ou dans un dataset, qu'on parlait de la ville de Bordeaux ou de telle vallée dans les Pyrénées, etc. Et eux, pour faire leur test de leur brique technologique, ils avaient pris la littérature du Béarn et ils vous permettaient en fait de géolocaliser des textes de la littérature du Béarn. Et nous, on est venus les voir en leur disant, mais attendez, votre truc là, ça pourrait pas marcher pour des produits dans le e-commerce ? Ils ont dit, si, mais ça intéresse qui ? On leur a dit, nous, ça nous intéresse. Et en fait, on est venu récupérer une brique qu'il y avait sur étagère
et qu'on a adapté en fait au monde du e-commerce, parce que les scientifiques travaillent sur les jeux de données qui sont les plus accessibles, en tout cas les plus simples, qui sont à leur disposition. Et ils ont parfois pas la connaissance des besoins des entreprises, et donc je pense que la plupart des acteurs privés autour de la data ont eu l'intelligence d'aller voir ces gens-là qui avaient des briques sur étagère. Et donc, ça, l'exemple est très parlant. Donc, ça veut dire que si y a des fintechs dans la salle qui se disent « Oula, à Bordeaux, il y a de la bonne compétence », si on veut rentrer en contact avec cet écosystème de la data scientist à Bordeaux, on fait comment? C'est pour terminer, pour dire c'est le moment de faire... je pense que le Labri est un bon point d'entrée déjà, non? Je suis très content de l'entendre dire. Non, c'est tout à fait. Donc on écrit à direction@labri.fr et on peut donner suite et se mettre en contact avec l'ensemble des équipes de Infodata, Infoviz, toutes ces choses. L'information est lancée, vous êtes les bienvenus. Voilà, et si vous avez des questions sur tous les projets de plateforme data qu'il peut y avoir, vous pouvez envoyer un mail à hello@cognitive.com. On sera ravis de vous en parler aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.